saison 8, épisode 10. Bienvenue dans le Comedy News Weekly. Bonjour, Anthony. J'aime bien ces présentations très carrées. Ben, à un moment donné, moi, j'avais pas prévu qu'on en fasse 10 en si peu de temps. C'est vrai qu'on est quoi, 3 novembre, on a commencé fin août? Je crois qu'on a tâtonné début août, mais... Raisonnable. Ouais, ça va. Raisonnable. Mais honnêtement, j'ai beaucoup de plaisir à refaire ce truc-là. Je vois que t'as pu t'acheter un nouveau studio d'enregistrement aussi. T'es pas au même endroit que d'habitude, donc les affaires roulent. C'est ma garçonnière. Garçonnière, ils disent ici en Allemagne. Non. Je suis sûr que non. Je suis sûr que ce son-là, jamais. Non. Je pense qu'ils appellent ça le pretzel hot. Mais je suis pas... Je sais pas. En tout cas, c'est une langue qui est pas très très jolie. Mais vraiment pas du tout. Franchement, je me demandais, parce que nous on vit en Belgique, parce qu'à l'époque tu vivais en Belgique, mais il y a le flamand, et on dit souvent que le flamand c'est moche. Et je trouve que la plupart du temps, quand on dit qu'une langue est moche, c'est pas vrai. Ce que je dois accorder au flamand, c'est que c'est de dire objectivement pourquoi tu peux trouver certaines sonorités moches. Toutes les langues dont un des sons officiels est le même que celui pour te racler la gorge et cracher de la morve, je comprends. Non, mais le pire, c'est une blague, mais c'est du premier degré. C'est sûr que si... C'est pas une blague? Si un des sons, c'est... Ouais, ça sonne moins doux que si tu roucoules comme un rossignol. Hein. Mais moi, j'aime bien... Le truc, c'est que... Je trouve ça joli, honnêtement. Non. Non, mais toi, t'es rancunier, c'est ton côté italien et tout. Vous étiez pas les meilleurs fascistes et depuis, ça t'a vexé, quoi. On a fait de notre mieux. Avec votre fameux parti, les Meatballs de la mort. Non, mais il y a un ascenseur ici, tu vois, et à chaque fois que j'arrive à l'étage, ça me dit zweiter étage. Je me dis, oh, non, je ne supporte pas. T'as l'impression de te faire engueuler par ton ascenseur? Un peu, ouais. Et c'est pas très agréable. Ça, c'est peut-être pour ça qu'ils ont la réputation d'être très carrés. Peut-être que même quand ton ascenseur t'engueule, genre tu files droit et t'as envie de le nettoyer, t'as envie de... C'est peut-être... En vrai, ils sont sympas. Ça va, franchement, dans les magasins et tout, ils sont super cool. Mais c'est pas très beau, quoi. Mais c'est moins moche que le flamand, que le néerlandais. Le flamand, ça passe. Néerlandais... Heureusement que je suis pas aux États-Unis, que j'ai pas un accès aux armes, quoi. Ce qui m'a toujours fasciné avec le néerlandais, c'était le fait que ils se comprennent pas entre eux. Genre, en Belgique, si tu regardes le journal télévisé du côté néerlandophone, ils ont besoin de sous-titrer. Si tu es à l'extérieur d'un rayon d'environ 5 km, et donc le fait qu'ils appellent ça la même langue, moi je me dis, si tu as besoin de sous-titrer la même langue, est-ce que c'est encore la même langue? Oh, regarde qui parle, c'est un Québécois. Déjà, t'as raison, donc... Rachtes Muslimfingens, ce qui veut dire merci, mais on se calme, quoi. En vrai, ils s'aiment pas, hein. Les néerlandophones et les néerlandais et les flamands, ils s'aiment pas. Et j'ai pas compris pourquoi. Est-ce qu'il y a un truc qui... Hein? Pour nous, c'est pareil. Est-ce que c'est un truc historique de ouais, t'as envahi mon pays, du coup, je t'en veux? Franchement, j'ai aucune idée. Ils sont un peu rancuniers. C'est vrai que tu dis, prends comment on appelle ça, un Ricola ou un machin pour la gorge, quoi. Ouais. En fait, en train de tuer la gorge. Si tu recules, c'est que je me dis, ok, je comprends que tout le monde a inventé une langue parce qu'il y en avait plein le cul de devoir pointer, d'aller dans la forêt pour montrer un arbre. À chaque fois qu'ils voulaient dire arbre, ils se sont dit, on va inventer un mot, comme ça on s'évite l'aller-retour à chaque fois, c'est casse-couille. Et je comprends que tu vas pas utiliser 622 sonorités par langue parce que, voilà, c'est complexe. Mais je trouve juste qu'ils ont arrêté la recherche et le développement un peu tôt. Tu sais, mettons, s'ils se sont dit, on va appeler ça un Bellissemé, des Pessiri. Tu fais, ah oui, ok, je comprends ce qu'ils ont essayé de faire. Mais appeler ça un Rakenskoken. Tu fais genre, combien de fois je t'ai dit de te calmer, de faire du yoga avant d'inventer une langue, monsieur Goethe? Tu vois, à cause de toi, maintenant tout le monde a l'air fâché, quoi. Je parlais avec un gars une fois et je lui disais, j'essayais de lui faire comprendre que sa langue était dégueulasse.
Et Ok, c'est toujours t'es très cool de ma part. t'es toujours dans la logique de faisons-nous des amis un maximum partout où on passe. T'sais. Comment ça se passe la carrière d'ailleurs en diplomatie internationale? T'as eu le poste d'ambassadeur en Israël ou pas encore? Parfait. Non, mais je lui disais, je dis, mais c'est dégueulasse. Je dis, et quoi, quand vous êtes dans le lit ou quoi, vous dites, ya? Et il m'a dit, genre quoi, vous dites quoi? Genre, oui. Bah, je dis, bah, c'est 1000 fois meilleur, en vrai. Il n'y a même pas de comparaison. Moi, j'ai Il m'a dit, entendu. c'est pas faux, en fait. Moi, j'avoue que pourquoi pas. Il y a un petit côté genre course de chevaux. Non, mais si t'es dans un délire, pourquoi pas. Par contre, Course de chevaux. non, mais ça fleure bon le cuir et les. Tu vois, Ouais, et le ouais, pommeau, ouais. quoi. Mais j'avoue que j'aurais du mal à garder mon sérieux après un Wunderbar. Je suis dans la merde, c'est ça que tu essaies de me dire. Je suis dans la merde. Ben, Ouais. t'as changé, mon Alors gars. que je revois un peu tous mes choix de vie. Tout ce qui m'a mené ici. Et c'est là que si on faisait du montage dans le podcast, il y aurait un scratch, ça ferait comme. Vous vous demandez peut-être comment je suis arrivé jusqu'ici. En fait, Probablement, ça c'est ouais. moi. D'ailleurs, tu m'as dit que dans tes récents voyages de presse, parce que ce podcast maintenant n'est plus que tes voyages de presse, moi j'avoue que c'est ce qui, à chaque semaine, c'est ce qui m'intéresse. Franchement. Tu m'as annoncé en primeur que tu retournais peut-être avec le breakdancer que moi je vais appeler Carmen Sandiego parce que tu le trouves partout dans le monde. Voilà. J'espère le voir, j'espère le filmer dans son élément, j'espère lui parler un peu plus, parce que finalement, j'ai pas tant parlé que ça avec lui. On part dans un autre pays où la culture est pas pareille. En tout cas, Ça, s'il c'est est là. déjà les prémices de Breakdance 3, To Break, To Dance. Ouais. Donc, ça va le changer, quoi. Il n'y a pas beaucoup de blancs, il n'y a pas beaucoup de chrétiens et de cathos, donc c'est un autre univers. Ça fourmille déjà dans les chaussures. On sent que ça frémit, ça frémit. On n'est pas à l'abri d'un pop and lock. On m'a annoncé le voyage et le premier truc que j'ai pensé, c'est ça. Je vais le voir. Oui, car Break San Diego. Fantastique. Et donc, dans... J'ai l'impression d'être un père divorcé. On me dit, tu vas pouvoir revoir tes enfants. Et je dis, cool, je vais pouvoir retourner au Quick et prendre des menus pour enfants. Et plus jouer. Je vais vraiment passer totalement à côté du truc. Ouais, c'est ça, parce que j'y vais à toutes les semaines, mais une semaine sur deux, on me regarde bizarre. Ouais, c'est ça. Je suis tout seul dans les balles. Ouais. Bon, mais sinon, en dehors de ton bonheur chronophage qui t'amène de partout dans le monde, est-ce que tu as regardé des trucs de comédie cette semaine ou tu étais trop occupé à insulter les gens? En fait, toi, tu vas dans un pays pour les insulter, donc il y a un côté délicat, c'est le porte-à-porte du mépris. Je n'insulte personne. Je vois des gens qui ne respectent pas des cultures, c'est pas pareil. Non, je parlais de quand je disais, à part avoir été en Allemagne, dire aux Allemands que l'allemand c'est dégueulasse. Non, c'était un flamand, ça c'était en Belgique, ça je peux, ça. C'est local, c'est du circuit court. Ça c'est local, oui. Moi j'ai celui qui est en circuit court. Oui, c'est ça. C'est ça, du champ à l'assiette. D'ailleurs, cet épisode est en ça circuit court. Si jamais vous vous demandez, il est certifié local. Je sais que dans un de tes voyages, tu croises d'autres gens qui ont des podcasts et qui te parlent une langue que tu ne connais absolument pas. Tu dis que j'ai tellement ri, tu me dis, putain, tu sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour? Il y a un mec, il était avec ses écouteurs et il avait un air sérieux comme ça. Il me demande ce qu'il fait. Il dit, non, mais je suis en train de réécouter le podcast, voir si le montage est bien. Je fais, réécouter. Ouais. Montage. Voir si c'est bien. C'était la semaine passée, si vous voulez aller réécouter, c'était... Ouais, des fois j'y repense. Je le revois être pro. C'est... Bah, nous, on n'a jamais vu ça. Enfin, je parle pour toi aussi, mais... Écoute, techniquement, on partage le même podcast. Ça paraît pas toujours, mais voilà. Mais moi, j'aimerais bien... Est-ce que tu pourrais préparer des clés USB et leur en donner une à chacun? Je sais pas en quelle année on est, mais... et leur dire, les gars, les filles... J'aimerais que vous écoutiez mon podcast et que vous me donniez votre avis, juste pour les voir qui va être mal à l'aise
à te dire ce qu'il pense vraiment et qui va être très à l'aise et qui va dire je sais pas trouver les mots, par contre, je peux te dire ce que je pense grâce à la danse. Imagine, il me dit, ça m'a inspiré une danse. Il commence à danser devant. Tu crois que ça devant existe mosquée. une chaîne YouTube de critique cinéma où il n'y a pas un mot et c'est juste quelqu'un qui j'ai vu Yoroi. Voici ma critique et bam, 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 bam. Et genre ceux qui connaissent bien la danse sont comme oh no. À tester en vrai. Hein. Ben, peut-être Moi, que j'en le suis pas prochain capable, mais. peut-être qu'on pourrait rajouter une troisième personne à cette équipe de podcast. En vrai, on devrait faire un live, nous, genre dans un comedy club ou quoi. On refait une police du jeu de mots, mais avec un mime à côté. Oui, évidemment que. Qui joue sa réaction. D'ailleurs, je vais bientôt venir jouer dans ton coin de pays, Monsieur Mirelli. En Allemagne Non, à Mons. Ouais. Ah oui. Donc je sais pas si tu veux prolonger d'une semaine supplémentaire, mais c'est le pour pouvoir me dire j'aurais tellement aimé, mais je vais être là. Non, je suis ici jusque. Attends, je vais pas être manquer de respect. Donc je suis ici jusqu'au 20 et puis je pars jusqu'au 28. Donc voilà, j'ai mon excuse. Ben c'est le 22, mon gars. Ben voilà. Techniquement, je suis en Belgique encore. Je pars le 23. Voilà. Ouais, mais bon, je dois me reposer. C'est un long voyage. tu dois réviser tes bases de breakdance. Ouais. Sinon, je pense toute une préparation. Ils font, je crois que ça s'appelle au Central. Central, sur la Grand Place. Sur la Grand Place, ils font un samedi sur 2. Ils font des soirées stand-up et ils font 2 représentations. Et voilà. En théorie, je vais arriver à temps pour la première et je serai là pour la deuxième. Donc, voilà. Tu le vends bien. Mais oui, mais en fait, c'est que j'ai rigolé, parce que la dernière fois que je suis allé là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de plateau et il lançait le plateau à cet endroit-là. Donc, il me disait, est-ce que tu peux venir? Je fais, ouais, avec grand plaisir. Et je débarque et j'avais oublié plein de choses sur les plateaux, comme le timing. Moi, je me dis, bon, je vais faire un peu de blague. Et à un moment donné, je fais, c'est sympa la chorégraphie qu'ils font dans le fond. Ou encore, ils t'avertissent que t'as dépassé et qu'il faut que tu fermes ta gueule. Donc, voilà, quand j'y retourne maintenant, ben, tu vois, je me venge et je fais 2 minutes, puis je fais « C'est tout ce que vous aurez !» Et je jette le micro par terre. Ça s'oublie vite. En vrai, c'est un truc... Après, je sais pas, je t'entends très très bien, par contre, tu saccades de fou, donc je sais pas si les gens voient quelque chose, mais peu importe. Ça s'oublie vite. Une fois que tu montes plus sur scène, tu perds des réflexes. Non, ça, c'est juste moi qui suis un crétin. Ce qui se perd comme réflexe, c'est l'horloge interne. Par contre, quand je jouais beaucoup, je pouvais dire, OK, je fais 6 minutes, puis je savais, genre, plus ou moins, ça faisait quoi, 6 minutes. Maintenant, tu me dis, fais 12 minutes, moi aussi, je vais dire, OK. Et genre, je mets un réveil dans ma poche. Parce que sinon, je peux pas te dire. Après, je veux dire, quand tu connais ton texte, tu sais, t'en es à quelle minute, à quel mot, mais juste avoir le feeling pour le temps, ça, j'ai pu... peut-être un lien avec mes 11 commotions cérébrales, mais sinon... Mais non, tu t'en es remis. Il faut arrêter avec ça. Tu sais que je me suis rendu compte de quelque chose. Je me cogne tellement souvent que je me rends plus compte quand je me cogne. Et un jour, il y a quelqu'un j'étais avec une personne, la personne s'est marrée et je fais, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ça fait 2 fois quand tu regardes par la fenêtre, ton front cogne contre la fenêtre. Et je me dis, putain, ça fait vraiment pas le... Tu sais qu'elle est une des causes de ça. Mais le fait que moi, je m'en rende plus compte quand ça arrive en live est peut-être ce qui m'inquiétait le plus. C'est-à-dire que j'allais regarder dehors, je fais POC, et mon cerveau, il fait, c'est bon, on est arrivé à la fenêtre. C'est le bruit de la destination. Est-ce que ça te fait encore mal? Moi, je sens plus rien au niveau de la peau depuis 2006-2007, quoi. Ok, parce que j'allais dire, c'est peut-être un signe du TDAH. C'est un vrai truc. Ouais. Ou là, je penche pour la lèpre.
Non, mais je sais qu'il y a un truc de TDAH et il y a aussi un truc de sensorialité ça c'est dans ma famille. Mon père, il a toujours chauffé au bois et pour quand il doit bouger les bûches, souvent il utilise sa main. Et je fais, tu t'es pas déjà brûlé? Il fait, oh oui. Ok, d'accord. Mais là, ça n'aide pas le cliché du Québécois en chemise. Non, mais t'inquiète, grâce à ma chemise à carreaux, et je me brûle pas. Et au pire, j'étale un petit peu de poutine dessus et c'est bon. Tu sais qu'il existe au Québec des poutines italiennes? J'en ai vu, c'était où? À Bruxelles, ils font un stand de chaque année, un festival du vin ou un truc comme ça où tu peux aller goûter plein de vins et des fois ils invitent des pays. Et il y avait le Québec une fois et donc il y avait des poutines et plein de recettes différentes. Et j'ai jamais goûté. La poutine italienne, c'est avec une saucisse piquante. Donc le lien avec l'Italie est vraiment... il faut plisser un œil. Quoi. À un moment donné, je pense que quelqu'un doit vous arrêter. Vous avez encore une trop bonne image et personne n'ose rien vous dire. Il faut arrêter. Ça suffit. Ça a assez duré. Vous arrêtez maintenant. Il existe en ce moment une série. D'ailleurs, c'est un humoriste qui s'appelle Jonathan Roberge. Peut-être que tu connais. Il a fait une série qui s'appelait Fiston. C'était dans les premières séries de format court de type YouTube au Québec. Ça doit bien avoir 15-20 ans, la série. Il en a fait un livre après. Et c'était un face-cam de lui qui parlait à son gamin, quoi. Un peu tous les sujets. Et ce gars-là, aujourd'hui, en est à il vient de signer pour une 2e saison. Et j'ai ri parce qu'il y a que des gens qui ont visité le Québec, mais qui viennent d'un endroit où la gastronomie est un petit peu développée, qui peuvent trouver ça marrant. Mais 2e saison sur l'histoire de la gastronomie québécoise. Et tu te dis, genre, non, genre, c'est mon pays, oui, j'aime, et tout, mais non. Il y a pas une saison sur l'histoire de la gastronomie québécoise. Il y en a pas. Genre, tu vois une patate, ouais? Ben, trouve 11 façons de faire quelque chose. Tue quelque chose, mets-le par-dessus. Si tu trouves un truc à terre, ça s'appelle un légume. Calisse ça dans le milieu. C'est bon. Le titre du show. Ça me rappelle que je suis en Allemagne, quoi. C'est pareil. Au fond, t'as pas des sandwichs aux étrons comme aux Pays-Bas. Mais, bird sandwich. Mais le titre du show, et que j'ai envie de regarder parce que genre, ça se trouve, on a une historique culturelle gastronomique qui m'a échappé pendant mes 30 ans là-bas, s'appelle Steak blé d'Inde patate. Parce que un des plats traditionnels du Québec, et attention, ne venez pas faire les woke avec moi en disant que c'est raciste juste parce que ça s'appelle un pâté chinois. Parce que c'était apparemment ce qu'on donnait aux Chinois qu'on avait demandé de venir construire le chemin de fer pour nous. Et sous prétexte que... Ah, vous aussi? Donc, déjà, steak. C'est de la viande hachée, mais très bien. Blé d'Inde. Blé d'Inde, c'est quoi? C'est du maïs. C'est du blé d'Inde, selon Christophe Colomb. Ouais, je vois. Je le vois parce que j'ai cherché et je vois comment ça s'écrit, mais... Ah oui, ok. C'est qu'apparemment, quand Colomb est débarqué, quand il a découvert l'Amérique, voilà, il a dit, il est différent, le blé ici. C'est du blé d'Inde, donc c'est du maïs. Et voilà, t'as besoin du blé d'Inde pour faire du pâté chinois, qui est le mets traditionnel québécois. Donc, je veux bien qu'on ait une bonne image et tout, mais il est temps qu'on nous arrête. Voilà, il est temps que... Je vous le dis. Moi, je veux bien m'en charger, hein. Tu veux bien aller au Québec nous expliquer? En fait, tu devrais avoir le même show que Conan O'Brien où il va ailleurs s'intéresser aux autres cultures et toi tu vas ailleurs essayer d'intéresser les autres à la culture. Dis, j'ai vu votre pays, ouais. On s'est pas fou. Il avait fait Conan O'Brien Can't Stop, le documentaire, une fois qu'il avait été viré d'NBC. Ouais. Moi, je devrais faire un mélange entre Conan O'Brien Must Go et Conan O'Brien Can't Stop. Et je vais dans les pays et je dis, ça suffit. J'arrête de transition. Je crois... Ah putain, on en a pas parlé. Mais t'as entendu le fait qu'il y a un lien, hein, que Patrick Sébastien voulait créer son parti politique? Oui, mais ça, c'est déjà la 2e fois, je crois. Peut-être, mais t'as entendu le nom du parti? Non. Il faut chercher parce que je suis pas sûr à 100%, mais je crois que le nom du parti, c'est Ça suffit.
Et je veux dire, malheureusement, j'aime bien. Oui, ça suffit. ça suffit. Et je trouve que ça serait tellement, genre, malheureusement, il y a des copyrights maintenant de Patrick Sébastien, donc je suis pas sûr que, mais ça suffit avec Anthony Mirelli. Chaque semaine, Anthony visite un pays et rencontre les gens pour leur dire ça suffit. Ça suffit dans la culture, ça suffit dans la nourriture, ça suffit dans la langue. Une semaine sera-t-elle suffisant? À découvrir cette semaine dans Anthony Mirelli découvre. Non, mais il y a un petit côté super nanny. Des pays. Ou Super Nini, vu que c'est mon surnom. Ouais. Et je pars à l'international et je gronde les gens. Super Nini, le grand frère. On mélange tout. C'est ça, Super Nini, le grand frère. Tu débarques genre en Autriche, tu fais bon vos histoires d'opéra et de viens que je crie avec des perruques et que je parle. Ça suffit. Et là, bam, générique. Tu manges quelque chose, tu regardes, tu le jettes à la poubelle, tu dis ça suffit. Il y a un passant qui te dit bonjour dans une langue que t'aimes pas, tu le gifles, tu fais ça suffit. Non, mais oui, mais attends, mais. En suffit Mirelli? Il suffit Mirelli. Il suffit. C'est quoi la chaîne ici? La ZDF? Je vais renvoyer un truc. Guten Tag! Eux, quand vient le temps d'aller dans d'autres pays, leur dire comment faire, en plus, voilà, il y a un petit côté comme genre quand tes parents fumaient et que tu sens l'odeur de clope, c'est genre, tu sens que c'est louche, mais c'est familier quand même, tu vois. Il y a un petit parfum de. On blague pas ici avec ça. Ok. D'ailleurs, j'ai remarqué, j'ai un nouveau jeu quand je me promène dans la rue et je vous le donne. Ça s'appelle Excellent nom, très mauvais nom. C'est-à-dire, tu vois un nom de commerce et tu dis c'est un excellent nom pour tel type de commerce et un très mauvais nom pour un autre type de commerce. Genre, j'ai vu l'autre jour au Petit Four. Excellent nom de boulangerie. Très mauvais nom de crématorium. J'ai vu une entreprise de paysagement, genre d'entretien paysager, qui s'appelle Gazon. Excellent nom d'entreprise d'aménagement paysager. Horrible nom de parti politique. Ou de crématorium encore. Ou de crématorium. Gazon. Mettez-moi ça avec les autres à présence. Donc voilà, c'est mon nouveau jeu. Très bon, genre excellent nom, horrible nom. Donc si vous voulez soumettre des noms de restaurants, de magasins, de quoi que ce soit, on pourra se faire une petite compilation dans un prochain épisode, parce qu'apparemment, on a des prochains épisodes. Et on aura un mime qui rejouera les noms de magasins. Excellent nom, horrible nom. Et tu fais quoi si ton enfant il dit plus tard je vais être mime? C'est quand même chaud, hein? Tu fais comme ça. Ce qui est encore plus drôle, c'est que tu saccades. Et donc, chaque jet, on dirait de la stop motion. Tu lui dis, je suis triste en mime, en stop motion. Pour répondre à ta question, j'ai vu 2 trucs. J'ai pas vu beaucoup d'autres choses pour l'instant, mais je vous conseille... Est-ce que j'ai déjà parlé de Make Some Noise? Je pense que oui, hein, sur Dropout. Ouais, mais j'ai vu que d'ailleurs, tu as publié un truc sur Dropout aujourd'hui où apparemment ils ont trouvé un modèle financier qui est intéressant qui consiste à ne pas entuber les gens. Ouais, je pense que dans le podcast, j'ai déjà expliqué qu'ils payent les auditions, ils payent tout le monde et tout le monde a des parts dans l'entreprise, aussi bien les équipes techniques que les gens qui viennent jouer, les acteurs, etc. Et dans la même vidéo que j'ai postée, je reposterai dans les liens du podcast, le patron, donc Sam Reich, explique que même les gens les gens qui nettoient les locaux, etc., ont aussi des parts dans l'entreprise, vu que ils bossent pour la même entreprise en fait, donc il n'y a pas de raison en vrai. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois que tu te mets à penser comme ça fait « Ah mon Dieu, c'est révolutionnaire », mais tout le reste est bizarre. De où les gens se disent genre, OK, bon, on est 100 employés dans cette entreprise-là, chacun doit faire sa part du job. Et une fois que chacun a fait sa part du job, une personne va choper 99% des profits et les autres vont aller se faire enculer. Ben non, en fait, franchement, il y a peu de gens qui se font assassiner par rapport aux opportunités. Ouais. Mais en vrai, le gars est vraiment, Sam Reich est vraiment hyper malin. Et ici, ils ont donné la possibilité aux gens de payer plus, s'ils veulent payer plus leur abonnement.
Déjà que c'est pas très très cher, mais en plus tu peux donner si t'as pas, tu donnes pas. Sur leur réseau, ils encouragent à partager les mots de passe. Tu peux donner moins aussi? Non, la limite est à 6,99 pour l'instant. C'est resté à 5,99 pendant des années. Ça les vaut, hein. Franchement, il y a du contenu tout le temps, il y a des jeux, il y a des jeux de rôle, il y a des émissions. Là, ils vont faire du contenu scripté, de l'animation, donc ça coûte cher évidemment. Donc franchement, ça les vaut. Et ouais, donc là, c'est la saison 4 de Make Some Noise. Le dernier épisode, si vous devez en voir qu'un seul, franchement, commencez par celui-là. Okay. C'est l'épisode 2 de la saison 4. Les acteurs, il y en a 3, hein, donc à chaque fois dans chaque épisode. C'est Lou Wilson, Ross Bryant. Ross Bryant, c'est un génie. Il peut chanter et improviser. Non seulement il chante bien, mais en plus il improvise des chansons qui sont cohérentes et qui sont drôles. C'est fou. Et il y a une meuf qui s'appelle Giovanni. C'est comme Giovanni, mais avec un J. Elle me tue de rire. Elle a une énergie incroyable et l'épisode est fou. Et en fait, c'est marrant parce que je montrais à mon partenaire qui connaissait pas vraiment. Je lui dis, tu vas voir, ça commence toujours un peu doucement. Chaque épisode commence doucement et vers la fin, c'est tout le temps le bordel. Okay. Et là, c'était le bordel dès le début, tellement ils étaient tous hyper chauds, hyper motivés. C'était franchement hilarant. Donc, ouais, Dropout, c'est vraiment... j'ai même envie de dire, c'est presque essentiel maintenant quand tu veux voir de l'humour, quoi. Ouais, mais même si c'est pas du stand-up, c'est que c'est vrai, ça a l'air d'être vraiment la seule plateforme en dehors des gros trucs que tout le monde connaît qui a un impact. Et puis de même façon, on t'en parle, il y a un vrai impact culturel parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus, qui se font récupérer aussi à gauche et à droite. Donc il y a un peu comme Second City pouvait avoir à l'époque où j'ai oublié. C'est le même truc, hein. Le show canadien, il y avait un show canadien avant SNL. C'est ça, SCTV. Second City, c'était le truc d'improv à Chicago, et ça, c'est SCTV. Ouais, exact. Et SCTV, c'est Second City, c'était au Canada à la base. Ah, je savais pas. Je pensais que c'était un truc de... Non, c'est... SCTV, c'est très compliqué à regarder en ligne. C'est un peu le problème. Ça a très mal été sauvegardé, quoi. Ouais. Mais mais là il y a déjà un gars qui a été repris, je pense que j'en avais parlé, mais Jeremy Cullen, il a été repris, maintenant il est au SNL et c'est vraiment un vivier de talent, je peux pas te dire mieux. Mais c'est tellement intéressant, et on pourrait peut-être faire un jour aussi un épisode là-dessus sur, je sais pas, j'ai des idées d'épisodes apparemment, voilà. Tous les endroits qui sont devenus un peu des viviers, genre tout ce qui était National Lampoon à Harvard qui a créé je sais pas combien de personnes. J'imagine que toute la clique de The Onion ont fini par en sortir plus que un des auteurs, alors qu'à la base c'était un journal étudiant satirique, si ma mémoire est bonne, non? Quand ils l'ont créé, c'était une version... Ouais. C'est encore maintenant. Hein. Et là, parmi les derniers qui sont vraiment devenus connus dans les plus jeunes, on va dire, il y a Colin Jost. Ah, il sort de là? Ouais, Conan O'Brien, il y en a plein. Et je note en même temps parce que comme ça je mettrai des liens, parce que sur ces trucs-là il y a généralement des films ou des documentaires ou des choses à aller voir. Sur National Lampoon il y a un film, sur CTV je sais pas s'il y a grand chose, mais je sais par exemple que la troupe d'impro qui a lancé Amy Poehler, tu vois, du SNL, elle bossait avec un gars qui lui a appris l'impro qui s'appelait Del Close, et il y a un documentaire sur Del Close qui est vraiment hyper intéressant. C'est quand même assez pointu, mais c'est quand même, ça vaut vraiment la peine, donc je le note. Et ce qui est super intéressant dans ce genre de documentaire-là aussi, et puis je vais même ajouter Lord Michaels à tout ça, c'est que des fois on se dit comme ah mon Dieu, genre la culture de l'humour à tel endroit ou la culture musicale à tel endroit, et quand tu t'y intéresses vraiment et que tu fouilles, tu retombes toujours sur, en fait, ça a été 5 personnes qui ont fait la différence. Et donc ouais, forcément, si t'essayes seulement c'est comme les séries télé, genre les États-Unis ou l'Angleterre, ils sortent plein de séries géniales par année. Non, statistiquement, ils sortent presque que de la merde. C'est juste que, forcément, si tu produis 500 pilotes par année, et ça veut dire que tu as reçu je sais pas combien de scripts, ça veut dire que ce qui reste à la fin, il en reste peut-être 2 ou 3, mais 2 ou 3 par année pendant 10 ans, tu fais, mais c'est dingue toutes les séries. C'est comme ça qu'ils disent, mais le cinéma c'était mieux dans les années 80. J'étais là dans les années 80. Non, c'était pas, c'est juste que ils ne survivent que les classiques. Mais ouais, il y a mais surtout on les laisse faire, quoi. Tous ces gens d'impro, on les laisse faire, on les laisse
dans leur coin, et puis après, on trouve ça intéressant des années plus tard, mais il faut laisser les gens faire, quoi. Ben oui, j'en ai déjà parlé. Parce qu'ils font pas des masses en France. Non, c'est ça, mais c'est ce qu'on en parlait, moi, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast. On m'avait déjà demandé de faire une émission d'humour sur un modèle de découverte de talent comme une émission de musique. Je fais, ben non, il n'y a pas justement cet incubateur-là où tu laisses 5 ou 10 ans des gens monter à maturité. Et à l'époque, genre, il y a longtemps, ça doit faire 12 ans à peu près, quand j'avais interviewé Verino, il commençait à vraiment bien fonctionner. Et ce qu'il disait, lui, c'est qu'on est dans un milieu où il faut laisser le temps, mais tu sais ça va être qui les prochains. Et tu sais c'est qui à un moment donné, genre tu joues plusieurs fois par semaine et tu vois bien qu'à un moment donné, depuis ça fait 1 an que à tous les soirs, t'en as un, c'est la même qui cartonne, tu fais bon ok, mais là cette personne-là est prête. Et à partir du moment où la personne est prête, là il faut attendre le big break d'être exposé dans une émission ou par une prod ou quelque chose qui va te permettre. Mais souvent, j'ai l'impression, et puis avec l'explosion de la popularité du stand-up, c'est un truc que j'ai l'impression que les gens se font une checklist en disant, OK, ben d'abord, je vais avoir mon 5 minutes, mon 10 minutes, après je vais pouvoir faire des 3x20, après ça, les 30, je vais avoir mon show, je vais faire une chronique, je vais essayer d'écrire une série, je vais essayer d'écrire un film. Puis check toutes les cases. Mais si tu as un break avant d'avoir le contenu et avant d'être prêt, ben ça marche pas. Et moi je sais, j'ai fait ça moi-même. C'est comme je dis les gens, mais genre moi c'est comme ça que je pensais. Mon deuxième spectacle, genre après avoir fait mon premier spectacle, mais genre première représentation du spectacle, je me suis dit je vais louer le Cirque Royal. C'était marrant et c'était chouette à faire et ça a été rempli. Avec le recul, je me dis t'aurais dû juste aller bosser. Sans le dire à qui que ce soit pendant... Non, mais ouais, déjà, j'aurais pu arrêter là, mais aller bosser sans le dire à qui que ce soit pendant 1 an, tu dis à personne, parce que genre j'étais un peu connu déjà à l'époque de radio ou de télé, genre assez pour pouvoir intéresser médiatiquement, on va dire, mais tu dis rien, et tu vas bosser en secret pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et là tu sors le projet en disant « Oh, ma prochaine scène, c'est... » Mais quand tu montres ce que tu fais, et je me souviendrai toute ma vie de la critique du soir de mon spectacle, et sur le coup, j'avais pas l'impression que ça m'avait vraiment dérangé, la critique, mais elle m'avait un peu dérangé. Mais genre, je vais pas dire la blessure, mais la marque que la critique m'a laissée est encore la même aujourd'hui. Et je tiens à préciser, Le journal le soir? Dans le journal le soir. Et je me souviens plus du nom de la journaliste, mais elle avait raison. C'était excessivement juste. Elle explique tout, elle explique le défi et avec le défi dont j'ai essayé de remplir en 50 jours, en disant je mets à 10 € la place et voilà. Et j'avais eu énormément de publicité, mais ça avait créé énormément de capital sympathie. Et tu vois qu'elle notait tous les trucs en disant il y a eu ça, ça a été chouette, il s'est passé tel truc. Les gens qui étaient sur place avaient donc l'impression d'être avec la personne qui est sur scène. Et elle avait terminé en disant on voit que Dan Gagnon a fait ce premier spectacle pour vérifier, se rassurer à savoir s'il était drôle. Maintenant qu'on sait que c'est vrai, on a hâte de savoir ce qu'il a envie de nous dire. Ou un truc, genre, en gros, c'était comme, ouais, très bien, t'as fait un effet de manche, mais maintenant, est-ce que t'as envie de faire quelque chose avec ça? Et tu dis comment? C'était tellement juste, voilà, c'est pas genre ça m'a motivé toute ma carrière. Non, c'est juste fait comme, ah ouais, ok. Bien joué. Et donc, même principe, justement, et là, je reviens aux incubateurs elle est là. en disant, tu l'as trouvé ok, non. Non, elle est là chez moi. La personne, et elle est avec nous ce soir. Bonjour. Putain, j'ai oublié le nom, j'avais une excellente vanne. Bonjour. Comment elle s'appelle, la productrice de Laurent Ruquier, là, qui l'encourage, la enabler de l'autre? Catherine Barma. C'est ça. Catherine Barma. C'est toujours plus drôle 30 secondes après. Mais bref, dans ces endroits-là où justement les gens... Comme quoi j'ai vraiment appris ma leçon de cette critique. Tu laisses les gens jouer et s'entraîner pendant des années et après tu fais comme sympa ce petit nouveau, cette petite nouvelle. Et tu fais ouais, qui a 800 scènes dans le corps et qui donc a déjà vécu un peu tout. Et tu le vois en plus à fond de balle dans les nouveaux, je trouve, avec le crowd work. Dès qu'il se passe un demi-truc, la moitié ont l'air paumés ou
ou vont dire comme c'est dingue ce qui vient d'arriver. Fait non, on t'a demandé à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, puis il t'a répondu ce qu'il faisait dans la vie. Il y a rien de moins genre j'ai commandé un verre d'eau, puis j'ai reçu un verre d'eau. C'est vrai, ferme ta gueule ou fais une vanne, tu vois, mais ça va pas quoi. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est ces humoristes qui se font connaître sur Internet, pas sur scène, mais sur Internet, et qui refont le même après sur une chaîne. Là, récemment, j'ai vu un gars qui joue il fait à lui seul des faux films français, tu vois, des fausses bandes annonces de films français. Ouais. Maintenant, il le fait pour Canal, mais il va être bloqué toute sa vie, en fait. Ah. Tu vois? Où tu joues des personnages. Il y a la meuf qui joue des personnages et elle le joue très très bien, mais maintenant elle le fait chez C'est à vous. Ben oui, mais Est-ce que le mec ça qui fait marche les faux pas. films Je français, sais pas, je comprends pas en fait. Gonçalves? Bertrand Gonçalves? Je me souviens plus de son. Genre, ça va être genre dans tous les films, blablabla. Et puis après ça, il fait les personnages. Et il joue. Si c'est lui, est-ce qu'il y a une petite moustache? Ouais, c'est lui. Ouais. Ah oui, il a joué d'ailleurs dans Ménagez-moi, le truc de Chloé Ménager, qui est super bien écrit. Mais j'y reviens dans 2 secondes. Je trouve qu'il joue super bien, ce mec. Mais il fait il fait de la scène aussi, c'est ça? Je sais pas s'il fait de la scène, mais moi j'ai l'impression je ne comprends pas pourquoi tu prends des gens. En fait, tu leur demandes de faire ce qu'ils, Ah, ok. Les chaînes de télé ne voient pas le talent, ils voient la séquence. Ok, oui, c'est ça. En gros, ils ont acheté un résultat au lieu d'aller chercher un talent, quoi. Oui. Oui, je comprends. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est comme la saison d'après, généralement, ces gens-là disparaissent. Oui, parce qu'on dit, mais soit tu changes un peu et c'est plus comme avant, soit tu fais la même chose et on dit que t'arrives pas à te renouveler, tu fais, mais putain, oui, c'est ça. Et je comprends. En fait, c'est pas de la faute de la personne. La faute de la personne qui l'engage et qui lui dit tu restes dans cette case-là. Alors que justement, ce que je trouve très dommage quand on limite ces gens-là, surtout lui, je trouve qu'il joue méga bien, c'est que tu vois quelqu'un, ce qui saute aux yeux, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une sensibilité pour comprendre les styles de films, les tons, même les champs lexicaux, tu vois, sa langue change à chaque fois, il est juste tout le temps, et tu fais, il y a beaucoup de talent, limitons-le à une chose, mais allez. Ouais, je comprends pas. Ouais, je suis aussi une fille qui fait ça et elle fait souvent elle aussi tel type de personnage dans tel film, genre la meuf rebelle dans tel type de film, la femme inceste, elle joue giga bien. Je suis désolé de pas retomber sur son nom. Je vais pouvoir le mettre dans les liens, j'imagine. Mais je savais pas elle avait été récupérée dans une émission. Mais ouais, et du coup, il y a un gars que j'aime beaucoup qui fait du stand-up, c'est un Américain. Je ne sais pas s'il est drôle. J'ai pas vu son stand-up. Il s'appelle Alex Falcon. T'as déjà peut-être vu passer sur Insta. En fait, sa façon de se faire connaître sur Insta, c'est en parlant de sujets de société. Ok. Par exemple, il fait une liste de tout ce qui est un scam et qui n'a pas l'air d'être un scam. Oui, je vois c'est qui. Toutes les marques qui... Il a des lunettes. Oui, une assez bonne voix. C'est ça, il y a une 40aine d'années et. Il fait du stand-up. Je sais pas si c'est drôle, mais l'écriture de ses vidéos, c'est impressionnant. En plus, t'apprends des trucs vraiment. Mais juste à chaque fois, il y a un angle. Il y a un angle super intéressant. Ouais. Avant, je vois c'est qui. Et avant, il postait des extraits de stand-up. Et il a effectivement changé. Et ça serait hyper intéressant de savoir qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il s'est dit. Fuck les extraits de stand-up, je vais passer sur autre chose sur Internet. Parce que ces extraits de stand-up étaient super drôles en plus. J'en avais vu 2 où c'était super clever l'angle qu'il avait trouvé. Il est passé chez Colbert, etc. en tant que stand-upper, mais moi, c'est vraiment avec ces vidéos-là que j'ai découvert. Et il fait une série sur, par exemple, les entreprises où t'as l'impression d'acheter une petite marque locale et en fait, ça appartient à Procter & Gamble. Bref, il fait tous des trucs comme ça. Mais c'est surtout la façon, des gars comme ça qui expliquent des trucs, il y en a 1000, mais c'est la façon dont il écrit qui est hyper intéressante. Je vais quand même aller voir son stand-up à un moment donné, voir ce qu'il a fait. Mais je trouve que c'est une autre façon de faire ta promo que juste de faire du crowd work, par exemple. À fond. Et je pense que c'est un des trucs les plus intéressants du métier. Et moi, honnêtement, je me suis jamais intéressé. J'ai toujours fait n'importe quoi avec la promo. Donc, je veux dire, je ne parle pas depuis mon podium en carton, là. Mais
il y a tellement de manières de pouvoir faire ta promo que c'est toujours un peu dommage de voir quelqu'un réussir une chose et tout le monde copier cette personne. Je dis, quand quelqu'un s'est mis à faire du crowd work, après ça, il y a été 800 000 à faire comme, oh, c'est cher. Mais ouais, parce que, mais pour ça, il faut que tu comprennes ce que les gens achètent quand ils viennent te voir. Jeselnik, pendant des années, qui dit, moi, je fais pas de la tournée des podcasts et je donne pas d'interview parce que mon personnage, c'est un méchant dans du catch. Et du coup, soit je casse mon personnage et ça a pas vraiment d'intérêt, soit je reste dans le personnage et je suis super désagréable en interview et je connecte pas de manière personnelle. Et ben ça fait du sens. Sauf qu'à ce moment-là, tu te mets une pression en disant, OK, mais ta promo, tu vas la faire comment? Ben lui, à une époque, il y avait patate d'extraits qui circulaient et comme il avait fait les roasts, ben t'avais tous les extraits des roasts qui pouvaient circuler. Mais ouais, Jeselnik ici, il s'est fait attaquer par Andrew Schulz. Je sais pas si t'as vu. Andrew Schulz, c'est celui qui. J'ai lu un jour avec la moustache. J'ai lu un jour quelqu'un dire Andrew Schulz, c'est le mec de 42 ans qui essaie d'en avoir 16 pour pouvoir plaire à des mecs qui arrivent pas à coucher avec des femmes de 16, quoi. Ou j'avais entendu un truc un peu comme ça. Ouais, il y a un peu de ça. En fait, il a critiqué les avis de Jeselnik sur la comédie en lui disant que les comédiens qui parlent de comédie sont jamais drôles, etc. Et puis, à un moment donné, dans son podcast, dans le podcast de Andrew Schulz, il se moquait de la structure des vannes de Jeselnik en disant c'est tout le temps le même. Et le bébé, il est mort. Ah non, le bébé, il a le sida. Ha, ha, ha. Et en fait, tu dis, oui, mais sauf que c'est quand même malin parce que encore maintenant, il arrive à surprendre Jeselnik et que toi, bon, on n'a pas vraiment de beat de Andrew Schulz en tête. Non, parce que moi, j'arrive pas à capter avec. Genre, je comprends que t'aimes pas Jeselnik. Jeselnik, il fait un pari qui est clairement un choix, qui est je vais toujours utiliser la même technique comique qui s'appelle le misguided. Genre, disons, c'est misplaced focus, je crois que ça s'appelle en anglais. Ou, bref. Je sais pas, il y a un terme aussi en magie, c'est quand tu détournes l'attention, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, exactement. C'est genre, je vais te dire un truc. Tu sais que normalement, ma phrase, la fin logique, ça serait je pars à gauche. Tu sais que je vais aller à droite. Si c'est juste ça et qu'il les enchaîne, tu fais comme, ouais, OK. Mais lui, clairement, il joue en disant, OK, je vais même te laisser un peu de temps pour essayer de trouver. Genre, tu sais que c'est là que je vais. Je te laisse 2 secondes pour essayer de trouver ce que je vais dire. Et je vais essayer de te surprendre. Et si t'es super fan de comédie et que tu comprends son cerveau, t'es capable de deviner beaucoup des vannes et peut-être que ça t'intéresse pas, mais je trouve qu'au moins il y a un intérêt. Et là où j'ai trouvé qu'il avait flexé de ouf, c'était dans son avant-dernier special, je crois, quand il raconte, il prend 15-20 minutes pour dire qu'il avait accompagné quelqu'un à une clinique d'avortement. Ouais. Et j'avais l'impression que ce qu'il disait, c'est en passant, je suis capable de faire autre chose, mais sachez que je choisis de continuer de faire la même chose. Et je me disais, au moins, quand je le regarde lui, je sais que je regarde un artiste qui fait quelque chose et qui sait ce qu'il fait. Et je peux ne pas aimer, mais genre, c'est un magasin de patates où quand je rentre dedans, ils me vendent des patates. Oh, mais j'aime pas les patates. Fait, ouais, mais ils n'ont pas essayé de dire qu'il faisait quoi que ce soit d'autre, quoi. Alors qu'Andrew Schulz... Il a jamais dit que c'était du blé d'Inde, quoi, par exemple. Putain, oui, à fond, c'est hyper gênant. Tu sais, c'est comme au Québec, je reviens à Andrew Schulz après, énormément de francophones disent que le problème au Québec, c'est que des fois, on n'est pas très entreprenant ou on n'a pas des mentalités de fonceurs parce que on a un esprit parce qu'on a été colonisé. Et moi-même, j'ai mis longtemps à capter, je fais, ah oui, non, on n'a pas été colonisé, on a colonisé. C'est juste que comme, on était les francophones puis les anglophones qui sont arrivés puis qu'il y a eu de la guerre un peu. Il y a un peu cette logique-là où je me dis, j'imagine quand même bien les vrais Américains, ceux qui étaient là, qui nous voient dire ah oui mais nous c'est pas facile, on était colonisés, qui nous regardent, font mais ferme ta gueule peut-être non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, et Andrew Schulz qui fait un peu genre ouais mais Donald Trump avec lui au moins on peut tout dire, fait ah je regrette d'avoir voté pour mais on savait pas à l'époque. C'est comme tous les gens qui disent la parole se libère, tu fais mais putain la parole a des angines et des extractions de voix à force que la parole gueule. Genre. Arrête de... C'est pas parce que toi, tu découvres quelque chose que ça vient d'être inventé. Ouais. Mais, ouais. Attends, désolé, je t'ai coupé, du coup. Non, je t'en prie, mais c'est juste que si tu veux critiquer Anthony Jeselnik, il y a plein de façons que tu peux le faire, mais que ce soit pas en disant quelque chose de crétin sur le domaine qui est supposé être celui que tu connais, ce serait pas exagéré comme demande, il me semble.
L'article, parce que j'écoute pas le podcast d'Andrew Schulz, mais l'article qui en a parlé, c'est sur un site qui s'appelle cracked.com. OK. Apparemment, ils sont aussi attaqués à Mark Maron et à David Cross, qui ont tous critiqué ce qui s'est passé au Riyadh Festival. Et il dit, est-ce que quelqu'un a un favorite beat de David Cross? Et personne s'en souvient, ce qui est pas faux. Mais l'article termine en disant, c'est marrant parce que tu critiquais les artistes, les comédiens qui parlent d'autres comédiens, et en fait, t'es en train de faire la même chose, quoi. Oui, et Tout en n'étant pas drôle et en revenant du Riyadh Comedy. Donc, bon. Ouais. Et qui a un beat préféré d'Andrew Schulz? Pas moi. Ben oui, mais... Et je comprends, t'es vexé, tu penses aller chercher un gros chèque au Riyadh Comedy Club, t'as regardé tous les autres noms, t'as fait, bah, si un tel et un tel est là, on va pas m'emmerder, on t'a emmerdé, voilà, maintenant, tu essaies de sécher tes larmes avec les chèques qu'on t'a fait. Et encore une fois, Mark Maron, tu veux le critiquer, mon Dieu, il a eu la générosité de faire des centaines d'épisodes à l'intérieur desquels t'as au moins une ou deux raisons de le critiquer à chaque fois. Mais là, il a dit que j'étais pas gentil. Donc, en fait, il est nul. C'est super, t'as 4 ans. Est-ce que tu veux ton badge de 4 ans, ton diplôme de 4 ans? Ces gens sont toutes pertes de temps. C'est là que tu dis, il faudrait limiter. Genre, c'est l'actu. Ben oui, non, mais je veux dire, lui, c'est une perte de temps. C'est important de rappeler que c'est une perte de temps. Mais je crois que les podcasts, ironique, hein, mais ils devraient avoir des licences comme les taxis. Ça devrait être limité à 100. Et si t'en veux un, il faut que t'achètes ta licence de podcast. Parce que sinon, tu fais, non, mais on n'a pas besoin d'entendre ce que t'as à dire. Genre, Joe Rogan le dit déjà. Donc, t'as pas, voilà, si jamais on veut. Mais c'est Jason Lee qui dit ça aussi. Genre, je suis un alpha. Non. Joe Rogan est ton alpha. Ouais, malheureusement, oui. Et la popularité de Joe Rogan, elle n'est pas en train de diminuer, donc c'est un peu étrange pour tous ces mecs qui se retrouvent entre mecs, qui doivent écouter des comédiens mecs, qui... Et ce qui est bizarre, c'est que le dernier Schulz, le dernier special qu'il a fait, dont j'ai oublié le titre, mais qui était sur Netflix, je crois, à la fin, il l'a joué un peu émotion, parce qu'il montre comment son bébé est né, mais ça marche pas, en fait. Ben non. T'es en train de me dire que tu fais des fist bumps à longueur de journée et que toutes les meufs c'est des putes, et puis t'es en train de dire, mais regardez-moi, ma femme, elle est parfaite, regardez mon bébé. Non. Ouais, en plus, il a une tête, on dirait qu'il sort de Inglourious Bastard, tu vois, donc bon. On dirait que? Il sort de Inglourious Bastard. Ouais. Et cette façon-là de vouloir avoir l'air cool auprès des autres mecs, de façon obsessionnelle, avec l'apothéose étant quand même Matt Rife qui fait comme ouais, les gens étaient fâchés contre mon spectacle, mais j'ai dit que toutes les meufs étaient des connes et des putes parce que genre je voulais faire plaisir aux mecs. Fait mais je suis un mec. Non. Attends, lui il a fait pire. Attends, il faut que je retrouve l'info, du coup. Je pensais pas parler de Matt Rife aujourd'hui, malheureusement. Le special, juste pour être clair, et complet, de Andrew Schulz, c'est Life. C'est sorti cette année. Ok. J'ai mis un petit 2 étoiles sur 5, donc voilà. Matt Rife déclare à tous les gens qui sont offended by his joke que ce sont des fucking R-word. Mais à l'époque, il dit que il avait fait une lettre d'excuse. Et quand tu cliquais sur le lien pour voir sa lettre d'excuse, c'était un lien pour acheter un casque de protection pour des enfants qui ont un trouble mental. Et tu te dis, OK, c'est fou. Ouais, non, mais... En fait, non, c'est pas fou. Hein. D'une usine à caca, tu peux pas t'attendre à grand-chose au bout de la chaîne qu'un truc qui pue la merde. Ouais. Histoire de se nettoyer de tout ça, j'avais une question pour toi. Je te mets on the spot, ceci dit, mais tu sais que j'aime l'humour, Anthony, et que je me passionne pour les techniques d'écriture humoristique. En fait, et je donne, je fais une session une fois par mois sur l'histoire de l'humour et puis les techniques humoristiques, et l'écriture comique. Et c'est super chouette. Et du coup, je reçois souvent des questions qui sont hyper intéressants. Et la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a
posé une question et j'avais pas vraiment de réponse. La personne m'a dit, c'est quoi ton problème? Non. La question à $1 million. Ouais, c'est ça. C'est quoi le problème avec les Allemands? Oh là là. Mais non, la personne me disait, j'avais adoré voir un documentaire sur un humoriste sur la façon dont il trouvait son matériel. Et je crois que il dit, bon, je sais que le mec c'est un connard, hein, mais c'était le I'm telling you for the last time. Ouais. Voilà. Et tu le vois en coulisses, tu le vois parler à d'autres humoristes. Il dit, est-ce que tu connais d'autres docu sur les coulisses de l'écriture comique? Et en te le disant, je me souviens que Martin Matt, donc le Québécois qui a créé entre autres la série Les Beaux Malaises, avait fait, après son premier spectacle, avait fait un docu sur la création du deuxième qui s'appelait, je crois, son premier spectacle s'appelait Condamné à l'excellence, un truc comme ça, et il avait dit comment devenir excellent en 10 étapes, un truc comme ça, et c'était les coulisses de l'écriture de son nouveau show. Et je lui ai dit que souvent, moi, je voyais plus il y avait dans les biographies des humoristes et des gens qui font du stand-up, t'avais ça, et que t'avais parfois dans certains podcasts, justement, des discussions sur les coulisses d'écriture, et que Conan O'Brien était un des bons, parce que comme il se passionne vraiment pour l'humour, c'était un des bons avec qui échanger là-dessus. Mais est-ce que tu connais d'autres? Je connaissais, moi, Behind the Brick Wall, donc ça, c'est l'histoire du Comedy Store, mais c'est pas l'histoire d'un spectacle, mais peut-être des coulisses. T'en connais-tu d'autres? Les livres dont on a parlé de Mike Sachs, Poking a Dead Frog and Here's the Kicker, c'est des interviews avec des humoristes, donc il y a sûrement des trucs à choper là-dedans. Après, c'est un peu compliqué. On avait conseillé un livre il y a très très longtemps. Je sais plus. La couverture était noire. Enfin, il était vraiment bien ce livre. Il y avait des idées d'écriture, etc. Je sais plus si tu te souviens. C'est très très vague ce que je suis en train de dire. Mais moi, je m'en souviens de un qui était sur les histoires de gens qui avaient bidé sur la route. Et il y avait une version. Une chanson de Zebda, excuse-moi, mais bidé sur la route. Bidé sur la route toute la sainte journée, pourquoi pas. Mais je retrouverai sur Internet et je t'enverrai, Anthony, pour qu'on puisse peut-être le mettre en lien. Les Québécois en avaient aussi fait. Le livre des Québécois, ça avait été écrit par un gars qui s'appelle François Morancy et ça s'appelait Dure soirée. Et c'était une série de genre les pires anecdotes des pires shows des humoristes québécois. Et l'autre, je vais essayer de retrouver. Je m'en souviens pas par cœur. Je vais essayer de retrouver. Pour une fois, vu que je suis sur mon téléphone, je peux peut-être utiliser l'ordinateur. De toute façon, tu lags à crever, donc on risque pas de perdre quoi que ce soit. Mais je vais essayer de retrouver des trucs. Je suis en train de voir que Joe Lapato a fait une masterclass pour écrire du stand-up. Oui, en fait, c'était très bizarre parce que c'était avec masterclass, justement. Est-ce que c'est celle-là? Et j'ai pas compris, parce que de tout ce que Joe Lapato peut te masterclasser, j'avais pas capté pourquoi il avait fait le stand-up. Genre de lui, moi je veux bien qu'il un script, un casting, la narration comique et tout, mais et puis honnêtement, je l'ai jamais vu moi en live, Joe Lapato, donc je sais même pas est-ce que ça vaut son stand-up, mais je trouvais ça vraiment étrange de faire ce choix-là pour lui, quoi. Bah, c'est peut-être un truc qu'il peut faire en restant assis, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Mais non, mais je veux dire, j'imagine que les réalisateurs... Enfin, bah non, en fait, parce que les réalisateurs, ils font des masterclass. Bon, j'ai dit de la merde, c'est pas grave, ça arrive. J'ai juste pas la réponse. Mais je vais essayer de regarder s'il y a des trucs. Si ça se trouve, c'était au moment où il recommençait à faire du stand-up et il avait accepté de faire un masterclass avec masterclass à condition de parler de ça, quoi. Mais je suis en train de voir plein d'articles là. Je mettrai en lien dans le podcast parce qu'il y a des trucs, il y a quand même pas. Steve Kaplan, on a déjà parlé de Steve Kaplan, non? Oui. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Sinon, j'ai trouvé le titre du livre, c'est I Killed True Stories of the Road from America's Top Comics.
Et c'est hyper... Je veux dire, autant dans le livre Dure soirée des Québécois, t'as des choses intéressantes et des gens qui se sont frappés des bides. Dans celui-là, t'as des anecdotes où certaines personnes doivent être exfiltrées en 4x4 parce que ils risquent de se faire tirer une balle sur scène. Il y en a qui ont été menacés par des rappeurs. Il y en a qui... Donc c'est vraiment... C'est un autre niveau de danger, quoi. Et le livre dont je parlais s'appelle Funny on Purpose de Joe Randazzo. Donc je mettrai tout ça en lien de toute façon. Et je pense que pour le prochain épisode, je peux faire une petite liste, essayer de compléter un petit peu. Parce que ouais, effectivement, il y a des choses à dire. Et ça me fait penser à un truc, à un livre. Attends. Ah oui, non, rien à voir. Louis C.K. a écrit un livre, un roman. Pourquoi? Et j'ai beaucoup rigolé parce que Mike Sachs, encore une fois, lui, qui est très très drôle sur Blue Sky, a publié la photo qu'il y a sur la couverture. Et c'est Louis C.K. avec des lunettes devant une machine à écrire. Non. Je trouve ça très très drôle. Oh. Mais c'est un roman genre sérieux, quoi, tu vois. Ben oui. Donc voilà, quoi. Moi, j'avais une demande auprès des gens qui nous écoutent. J'aimerais ça avoir votre retour sur un truc. J'aimerais parler dans un prochain épisode d'un sujet qui je trouve super intéressant. Et je vous explique en gros, j'ai regardé quelques épisodes de la série de Gilded Age qui est sur HBO. C'est par la personne qui a créé Downton Abbey. Et à peu de choses près, on dirait que les Américains ont regardé ça puis ont dit « Putain, c'est trop bien Downton Abbey. Tu crois que tu pourrais nous faire un show comme Downton Abbey, mais aux États-Unis? » Et il a dit « Oui. » Mais c'est... Moi, je trouve ça super bien. C'est super bien foutu. Gilded Age, c'est l'époque... c'est Mark Twain qui avait mis ce terme-là. C'est en gros l'époque du contreplaqué. C'était pour l'époque du faux glamour rempli de tout ce que tu peux... de tromperie, de corruption, de ce que tu voudras. Et ça suit une famille fictive qui s'appelle les Russell, mais dans le New York, donc de vaguement la fin du 19e. Ça me semble c'est 1870 à 1900 de Gilded Age. Et mais t'as les vraies grandes familles new-yorkaises connues qui sont représentées, comme les Astor et puis les McFarlane. C'est pas random. Et en gros, c'est t'as old money et new money, et puis chacun se bat pour avoir le plus de pouvoir, tout ça. Et donc, c'est vraiment pas une comédie, mais il y a des personnages qui sont vraiment marrants dedans. Et t'as des actrices, c'est surtout des actrices que j'ai remarquées. J'ai oublié son nom, mais celle qui joue la mère de Leonard dans Big Bang Theory, elle a un timing dramatique et comique qui est absolument incroyable, et elle est capable de jouer... Elle joue l'autorité super bien, et genre elle joue la meuf un peu saoulée de devoir toujours tout gérer parce que les autres sont genre clairement moins malins qu'elle, mais elle fait super bien. T'as Cynthia... Christine Baranski, mais j'adore cette meuf. Elle est pas pour Big Bang Theory, du coup. Oui, je sais que ça, c'est vraiment pas... Mais t'as regardé Kaamelott récemment, tu disais que c'était pas trop mal. Moi, je pense que dans 5 ans, tu me fais Bazinga quand même. Mais fun fact sur le Bazinga que tu détestes, Attends, je te coupe. Bazinga, c'est une marque de produits dans la série? Non. Oui. Non, dans la série. Attends, parce que je regarde Pop Culture Jeopardy, c'était une des questions. OK. Bazinga, c'est l'onomatopée que Sheldon fait quand il veut faire une blague. Et dans Young Sheldon, on se rend compte qu'un jour, il voit, et là, c'est de mémoire, il voit un panneau d'onomatopée dans le premier comic book store où il va, où c'est écrit Bazinga. Je pense que c'est ça. Mais peut-être que avec ta face, je me trompe. Et moi, si on joue à Jeopardy et que je pense que j'ai raison et que tu penses que tu as raison, je mets de l'argent sur toi. Moi. Je te dis, t'es bon. T'as clairement une culture que j'ai pas. Donc, ben, je connaissais pas non plus, mais ils ont dit que c'était, oui, Novelty Company. If it's funny, it's a Bazinga. Donc, je pense que dans l'univers de la série, enfin, surtout Young Sheldon, c'est une sorte de Acme, tu vois, dans les Looney Tunes, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça, effectivement. Mais je me souvenais pas que c'était associé à une compagnie. Je pensais que c'était juste un onomatopée qu'il avait vu dans une BD. Et
dans l'absolu, comme ça tu sais, Jim Parsons, donc l'acteur qui joue Sheldon, les premières fois qu'il dit Bazinga et qu'il le fait dans la série, le public réagit de ouf. Et de mémoire, c'est lui qui a dit genre ouais non mais on va arrêter avec ça parce que sinon dans une saison ou deux c'est l'équivalent de genre I didn't do it de Bart quoi. J'ai rien fait. Et dans les Simpsons et donc ils sont c'est pour ça qu'on le voit pas plus. Et tu le vois qu'ils ont essayé de le marketer pendant le temps. Il y avait des t-shirts, il y avait tous des trucs. Et c'était quand même, je trouve, très bien joué derrière là. Il y a pour revenir à The Gilded Age, il y a Cynthia Nixon aussi, qui jouait dans Sex and the City. Et elle est absolument formidable. Et Carrie Coon qui était dans The Leftovers. Voilà, et ça joue super juste, c'est beau, c'est très, je trouve, en tout cas, très subtil aussi, c'est-à-dire que t'as beaucoup de couches et les détails sont très bien. On me faisait remarquer que la façon dont les costumes sont conçus, ça matche super bien avec l'époque et même dans la manière clairement de les construire, ça se voit. Et t'as les décors et les costumes sont utilisés pour passer une chier de messages tout le temps pendant la série. Et des fois, tu vas voir, genre, le plan se termine peut-être une seconde plus tard que ce que tu peux imaginer, mais ça te permet d'apprécier tel objet qui est dans le fond ou tel flex parce que la robe, la personne est devant quelqu'un qui a tel type de pouvoir et veut montrer que... Enfin bref, je trouve ça fantastique. Et il y a donc quelques personnages qui disent des répliques qui peuvent te faire rire. Et je me disais, c'est vrai que c'est quand même... Je m'étais jamais vraiment arrêté à ça jusqu'à ce qu'il y ait peut-être une dizaine d'années, on commence à parler de dramédie et puis que tu avais des films et des séries qui étaient parfois nommés dans des catégories qui semblaient bizarres, genre Breaking Bad dans comédie ou des trucs... The Bear. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie qu'on s'arrête et qu'on prenne une série de ces personnages-là et qu'on essaie de les analyser parce que moi, quand j'étais jeune, mon ami, c'était quand même vachement plus simple que ça. T'avais le film d'action, le héros, il y avait une meuf qui s'appelait en général Meuf et c'est tout. Et t'avais le comic relief, c'est-à-dire que genre nous allons sauver le pays de toute cette avalanche. Fait ouais, mais j'espère qu'il restera assez pour une glace quand même. Roule une pelle à l'autre. C'était plus ou moins la dynamique. Bah, on peut en parler la semaine prochaine, mais je pense déjà là, comme ça, la construction télé est déjà différente. Donc t'as plus besoin de ces petits trucs avant la pub. Ouais. Il y a plus de pub. Enfin, il y a très peu de séries qui sont diffusées en direct en termes de comédie, je veux dire. Donc sur des chaînes classiques. Donc déjà ça force un peu ton écriture, ça doit la changer, tu vois. À fond. Et j'aimerais. Et si vous avez des personnages qui vous avez remarqué en disant, c'est marrant dans cette série-là, c'est vrai que ce personnage-là est toujours marrant ou dans cette série-là, le personnage pourrait être marrant. Et quand tu commences à le regarder, je trouve que parfois tu vois qu'il va y avoir certains persos qui vont pas être joués tout à fait de la même façon. Tu vois, ok, mais clairement lui c'est le perso ridicule. Et j'aimerais, j'ai du bien qu'on en reparle, qu'on check et qu'on... Et il y a aussi un truc, c'est que je pense, il y a eu plein de séries dramatiques ou policières, ou tu vois, genre Les Experts, machin comme ça, CSI, où il fallait aussi une sorte de comic relief, mais qu'il n'y a pas vraiment un comic relief. Et donc peut-être que ça a permis d'introduire ce genre de personnages un petit peu sarcastiques ou qui sortent un peu des petits zingers, mais dans des séries qui sont déjà un peu plus dark, tu vois. À fond. Je sais pas, hein, j'ai pas réfléchi au truc, mais... Ça m'intéresse. Et avec toutes les séries où ils ont mélangé aussi le héros est un anti-héros, Dexter, Breaking Bad, Dr House et tous ces trucs-là, ça peut être intéressant. Tout l'univers des super-héros ou qui était très très premier degré, et puis tout à coup ils sont mis à se foutre un peu de leur propre gueule à un point extrême dans certains cas aussi. Et je trouve l'utilisation de l'humour dans de la fiction qui n'est pas à la base de la comédie, ça doit tellement être risqué. Je trouve ça intéressant d'en parler, puis ça doit tellement être risqué aussi en disant tu veux pas non plus faire dans un drame, tu veux pas non plus faire basculer ça trop loin. Et voilà. Ouais, c'est intéressant. Et puis quand t'es souvent le comic relief de ces séries où t'as un ensemble d'acteurs et ils sont tous très sérieux, c'est souvent ceux qui sont habillés un peu bizarres sur les photos promo. C'est un truc qui n'existe plus trop, les photos promo, mais moi ça me manque.
chaque saison, il y avait tous les acteurs qui étaient comme ça, les bras croisés. Enfin, tu te souviens? Moi, ça me manque un peu. Mais ouais, non, c'est intéressant. Ouverte, les lunettes au bout du nez, une chemise et un décoiffé. Écoute, on peut se garder ça pour la semaine prochaine et j'aurais vu probablement d'autres trucs d'ici là. On pourra revenir sur la série I Love LA. J'ai juste vu le pilote aujourd'hui. Okay. C'est une nouvelle série HBO par Rachel Sennott qui est toujours très très drôle. Et là, c'est un peu vendu comme le nouveau Girls, en gros. Ok. Dans le sens, tout le monde parle de, tu sais, Lena Dunham, elle avait dit, je suis la voix de ma génération, etc. Et là, c'est un peu pareil pour la nouvelle génération, en gros. J'ai vu que le premier épisode, c'est un peu court pour se faire une idée, donc la semaine prochaine, il y en aura un de plus déjà. Et ça permettra de savoir aussi si on est devenu des vieux cons en disant, oh, la nouvelle génération, elle n'a rien à dire, ils ont rien inventé, ils ont tout piqué à Pierre Palmate. Non. Oh non, on était bien. Non. Mais parfait. Donc, merci pour l'épisode numéro 10. Vous pouvez retrouver tous les épisodes en podcast normal. Sur YouTube aussi, si vous voulez voir tous nos gags visuels, n'hésitez pas. Admirez le nouveau studio d'Anthony qui est, oh ma foi, d'un côté, il y a un mur, mais si tu te bouges de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Un mur. Un autre mur. Donc voilà. Donc, si ça vous donne pas envie d'aller découvrir en images, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et te voir en décalé et en saccadé et on se reparle la semaine prochaine. Ou comme on dit de mon côté du téléphone, on se reparle la semaine prochaine. Tu vas nous jinxer. Ciao. Salut tout le monde.